Euphoria censuré en France, Charlize Theron qui s'attaque aux propos de Timothée Chalamet et plein d'autres actualités. Salut à tous, ici Reg, on parle des news cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. L'Odyssée de Christopher Nolan va durer moins de 3 heures, ça pourrait en réalité durer 2h59, 2h58, c'est Nolan qui l'a dit et je pense que c'est ok. Franchement, 3 heures pour un grand film épique comme ça, un péplum à la Nolan, ça va. C'est ok, faut pas s'attendre à du 3h40, c'est pas Laurence d'Arabie, c'est pas ce genre de film non plus je pense dans la tête de Nolan, c'est une grande aventure épique de 3 heures, ça peut durer 2h30, 2h40, je pense pas que ça sera moins de 2h30 pour le coup. Je pense que Nolan il se donne à fond sur ce projet là, et ça me fait bizarre parce que quand même Nolan il sort un film cet été, et dans ma tête j'ai l'impression qu'Oppenheimer est sorti hier. Je suis peut-être le seul de ce point de vue là, mais vraiment j'ai l'impression qu'il a sorti un film il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, mais non ça fait déjà 3 ans. Il sort l'Odyssée. On va voir la hype un peu se créer au fur et à mesure. Je pense qu'il y aura une nouvelle bande-annonce dans quelques semaines, j'imagine. Et il y aura un truc où les gens vont se dire putain, c'est Nolan, c'est l'Odyssée. Il va y avoir un engouement, je pense, populaire. Moi, j'ai toujours dit, ce sera un événement majeur dans la décennie cinématographique. Maintenant, j'ai l'impression que pour l'instant, les gens s'en fichent un petit peu. Pour l'instant, attention, mais on est loin. Maintenant, les gens, ils sont vraiment dans l'instant. Ils vont aller voir les films le week-end en question. C'est super bien vendu en IMAX et tout, on verra. Mais voilà, moins de 3 heures et j'ai hâte de voir les prochaines images. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est un film que j'attends beaucoup. Sinon, David Harbour va jouer dans le préquel de Rambo avec Noah Centineo qui va jouer donc le personnage. Alors, le préquel de Rambo, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a eu des moments prequel dans les films Rambo. Là, c'est uniquement un préquel de Rambo sans Sylvester Stallone. David Harbour, bon, il n'a pas la carrière cinéma la plus glorieuse de l'histoire, mais bon, je suis content pour lui, depuis Stranger Things, il est un peu partout, c'est cool, c'est pas un film qui m'intéresse personnellement. Par contre, c'est Yalmari Elander qui a réalisé Sisu 1, que j'ai pas trop aimé, mais Sisu 2, que j'ai trouvé très très cool. Donc un mec comme ça qui fait l'action à la Sisu 2, qui fait Rambo avec David Harbour, Noah Centineo, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, mais je suis pas un énorme fan de Rambo. J'aime beaucoup le premier, comme beaucoup de personnes. J'aime bien le côté décalé des suites. En fonction des suites, c'est plus ou moins décalé, évidemment. Je suis pas un hater de Rambo, mais je suis pas un fan non plus. À voir ce que ça va donner. Je sais même pas si ça sort au cinéma, au final, ou si ça sort sur Amazon ou un truc comme ça. On va voir. Il y a plusieurs projets Spider-Man qui sont prévus. Vous le savez, normalement, là sort bientôt Spider-Noir. Et Sony et Marvel se sont dit, ok, on a plein de projets Spider-Man. On a envie de donner un peu la licence à droite à gauche. Là, c'est Amazon qui fait Spider-Noir. Ensuite, ils vont sûrement faire plein d'autres trucs. Et je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut créer un univers Spider-Man et comics de manière générale où tout le monde fait un peu des trucs à droite à gauche. DC, ils le font bien avec deux Batman et j'imagine le Batman qu'ils auront bientôt dans le DCU. S'ils l'auront un jour, parce que ça fait des années que c'est prévu, il n'y a toujours rien en termes d'informations par rapport à ça. S'ils ont un Batman, ok. S'ils ont deux Batman, ok. 3, 4, peu importe. En fait, les comics, c'est ça. Et je pense que le monde des séries et du cinéma est prêt aussi. Maintenant, cinéma... Je pose la question si c'est vraiment mature à ce point de se dire on va avoir deux Batman en même temps au cinéma, mais en termes de série télé, vu que c'est un truc un peu autre que le cinéma, les gens ils peuvent faire la différence je pense entre la série télé et le cinéma, avoir plein de Spider-Man différents. Alors si c'est des Spider noirs, Spider-Punk, ce genre de trucs, why not? Ça peut être cool aussi quoi, à voir ce que ça va donner, mais moi je pense que c'est une bonne idée. Le casting de Elden Ring a été officialisé et révélé. Le film a commencé son tournage, ça je vous l'avais déjà dit, il a une date de sortie, c'est pour 2028, en mars, ça sortira en IMAX, ce sera le projet le plus cher de la boîte A24, 100 millions minimum. Pour l'instant, c'est Alex Garland qui réalise, qui est un énorme fan du jeu vidéo de base, il a fini 7 fois, il a dit, bref, ce serait un énorme projet. Au casting, nous avons dans le rôle principal Kit Connor, alors on ne sait pas qui ils vont jouer pour l'instant, on sait juste qu'ils sont au casting. Kit Connor, Tom Burke, que vous avez sûrement vu dans Furiosa, par exemple Ben Whishaw, que vous connaissez sûrement pour des films comme Paddington, James Bond, Kelly Spacey, Alien Romulus, Acharné récemment, allez voir ma critique d'Acharné, je l'ai sorti là il y a quelques semaines, Nick Offerman, que vous connaissez, Parks and Rec, The Last of Us, il y a Sonoya Mizonou, qui a joué dans quasiment tous les projets de Alex Garland, c'est un peu sa muse. T'as l'impression, Havana Roseliu qui a fait beaucoup de comédies. Peter Serafinowicz qui lui, pour le coup, anecdote, a une voix, je crois, dans Dark Souls 1 ou 2, mais il a déjà joué dans un projet From Software dans le jeu vidéo en soi, et je pense que c'est un clin d'œil de le mettre dans le film Elden Ring, parce qu'encore une fois, Alex Garland est fan, et c'est cool d'avoir l'un des seuls acteurs un peu connus qui a donné une voix dans les jeux FromSoft. FromSoft, c'est toujours des voix... pas random, parce que c'est des gens talentueux et tout, mais c'est pas des gens connus. En général, c'est des gens qui font des voix, qui font du doublage. Peter, c'est quand même un mec qui a fait beaucoup de cinéma, qui a fait beaucoup de séries télé. Je dis pas que c'est une énorme star, hein, mais il a aussi donné sa voix dans Dark Souls, et je pense que c'est vraiment volontaire de la part de Garland d'avoir ce clin d'œil. On ne sait pas
quel rôle il aura, si c'est des rôles majeurs que ces acteurs ont. Normalement, c'est en ordre, là, comme je vous l'ai annoncé, de priorité dans le casting. Donc, les 3 acteurs principaux, là, les hommes, ensuite Kelly Penny, c'est l'ordre du casting. Ça sera donc à quel point ils sont importants dans le film. Mais après, ça veut rien dire, ça peut changer avec le scénario qui évolue, avec des reshoots, ce genre de choses. Mais pour l'instant, contractuellement, c'est ça. Même les annonces de casting, hein, c'est contractuel, hein, c'est pas rien, c'est pas fait au hasard. Nous avons aussi John Hodgkinson qui a joué dans plein de projets que vous avez sûrement vu dans des petits rôles. Pour le coup, Jonathan Pryce, que vous connaissez, il a joué dans Les Deux Papes récemment. Il a joué dans Game of Thrones aussi, comme John Hodgkinson. Emma Laird, Ruby Cruz, bref, plein d'acteurs et actrices talentueux, je dirais, et talentueuses. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une énorme star. C'est un projet A24 qui a la licence Elden Ring derrière en tant qu'argument de vente principal. Et je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir une giga star qui va porter ce projet, que la star soit la licence avant tout. Je pense que ça peut être bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je fais un peu confiance à Garland. Maintenant, Elden Ring au cinéma, qu'est-ce qu'ils vont adapter? Comment? Quelle histoire? Est-ce qu'ils vont faire un truc où ils vont pas du tout traiter du lore et ils vont faire une histoire dans l'univers d'Elden Ring? Pourquoi pas, en réalité, ou est-ce qu'ils vont adapter des petites histoires d'Elden Ring? Moi, je pense qu'Elden Ring, en termes de série télé à la HBO, Game of Thrones, où chaque épisode est une anthologie où tu racontes l'histoire d'un personnage culte et tu fais ça pendant plusieurs saisons, ça pourrait être cool. Et évidemment, tout est ficelé et ça arrive en fil rouge à la fin. Mais comme ça, en film de 2h, 2h20, faut que ce soit une histoire droite au but, indépendante, pas trop compliquée, pas trop politique, parce que ça reste un film d'action épique. Et je pense que l'ambition, c'est quand même d'en faire plusieurs, parce que s'ils ont un truc comme Elden Ring, ils ont tous envie d'avoir leur Seigneur des Anneaux. Hein. C'est ça la vérité aussi. Genre, regardez Zelda qui sort l'année prochaine, pardon. Zelda, c'est un projet, ils se disent, on a envie d'en faire 2, 3, 4, 5, une saga. Zelda, quand ils font des projets comme ça où ils mettent 100, 200 millions dans un truc de fantasy, alors qu'il n'y a plus vraiment de licence de fantasy, SF, il y en a un petit peu. Les dunes, tout ça, des licences de super-héros, il y en a, mais des licences de fantasy, il n'y en a plus vraiment qui cartonnent. La planète des singes, c'est un peu compliqué parce que c'est fantasy, SF. Moi, je dirais plus que c'est de la SF que de la fantasy, ou même de la fantasy, mais pas high fantasy. Là, c'est un peu de la dark fantasy. Et c'est que des licences de ça, il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai hâte de voir les premières images, les premières bandes annonces dans 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça, allez, 1 an et demi, ou peut-être dans 1 an il y a un teaser, mais le tournage qui commence maintenant, alors que le film il sort dans 2 ans, je trouve que c'est très positif, c'est une très très bonne chose, et ça donne vraiment le temps aux gens de travailler sur les effets spéciaux, sur la post-prod, de faire un long tournage s'il y a besoin de plusieurs mois. Donc franchement, pour l'instant, je dirais pas que tous les voyants sont au vert parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le réalisateur par exemple, mais pour l'instant, A24, projet IMAX, gros budget, Garland, ce casting-là, et la licence Elden Ring, why not? Moi, je pense que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Sean Baker a enfin gagné de l'argent. En réalité, vous savez, Sean Baker, il fait des films indépendants aux États-Unis depuis des décennies, et c'est la première fois maintenant qu'il va vraiment gagner de l'argent pour un film. Il a fait des pubs. Il n'est pas pauvre en réalité, mais c'est vrai que c'est maintenant qu'il va gagner un gros chèque pour un film. Pourquoi? Car son prochain film, il a vendu à la Warner. Warner, ils ont créé une sorte de société ou de label qui s'appelle Clockwork pour les films indépendants, entre guillemets, les films d'auteur, comme ont un peu en réalité Disney avec Searchlight et ce genre de choses. C'est un petit studio dans le gros studio, qui sera du coup encore une fois dans le plus gros studio qui est la Paramount, pour raconter des histoires d'auteurs indépendants. Sean Baker ressort d'Anora avec 4 Oscars, mais il n'a pas gagné beaucoup d'argent avec. Il vit dans un petit appartement. C'était un peu l'anecdote des Oscars. Il est rentré chez lui promener son chien parce qu'en fait, il vit dans un petit truc avec ses 4 Oscars. Mais en réalité, ça qui est cool, c'est que maintenant, il sera bien payé. 22 millions pour la vente de son film. Ça devrait normalement inclure ses frais à lui, donc son salaire et tout, mais aussi le budget du film pour l'instant. Donc c'est un film à petit budget qui va refaire un 20 millions. Et son projet là, hommage aux comédies sexy italiennes des années 70. Donc à voir ce que ça va donner, mais je trouve que c'est une très bonne chose et je suis content pour lui parce que moi c'est un mec que j'aime beaucoup en tant qu'auteur. Charlize Theron s'attaque aux propos de Timothée Chalamet et je crois qu'on dit bel et bien Charlize Theron et non pas Charlize Theron. Elle avait fait des interviews à l'époque, elle est sud-africaine et elle s'attaque aux propos de Timothée Chalamet en disant qu'il faut aider tous les arts et non pas les rabaisser comme il a fait par rapport à la discussion ballet-opéra. Et je suis d'accord avec elle. Par contre, elle a dit que Timothée Chalamet, dans 10 ans, il sera remplacé par l'IA. Là où le ballet, l'opéra, le théâtre ne sera pas remplacé. Ce qui est vrai aussi. Maintenant, est-ce qu'il sera remplacé dans 10 ans par de l'IA? Je ne pense pas. Et surtout, Charlize Theron, c'est marrant parce que, soyons un petit peu sincères et honnêtes, la carrière qu'elle a eue ces 10 dernières années, mis à part Mad Max Fury Road et quelques exceptions, là, elle va revenir avec Nolan et l'Odyssée dans un petit rôle, mais bordel, la carrière de Charlize Theron, pour moi, c'est une catastrophe ces dernières années. C'est que des projets à la con inintéressants. C'est pas grave, hein? C'est ok. Et aucun souci, mais je dis juste, parler de Chalamet qui a ces dernières années une meilleure carrière que Charlize Theron, dire que lui sera remplacé,
Bon, moi je trouve ça un petit peu rigolo, mais encore une fois, c'est des acteurs que j'aime beaucoup, les deux, mais sa remarque m'a fait un petit peu rire. Elle a raison et tort un peu à la fois, même si je pense que l'IA va remplacer beaucoup de choses. Je sais pas si les acteurs vont se faire remplacer par l'IA dans 10 ans, à voir comment l'industrie va évoluer. Nathalie Baye nous a récemment quitté, qu'elle repose en paix. Pour les films les plus connus dans lesquels elle a joué, bah, vous avez évidemment La Nuit américaine de Truffaut, Lawrence Anyways, bah, son plus connu ça reste son rôle dans Catch Me If You Can. Donc voilà, c'est une femme qui a joué dans énormément de films, une actrice quand même assez mythique, avec une carrière assez dingue, donc elle repose en paix. Elle et aussi Nadia Fares, je connais beaucoup moins bien le cinéma de Nadia Fares pour le coup, mais elle nous a aussi quitté, donc je vais juste glisser un petit mot pour les deux. Pour changer complètement de sujet et parler de quelqu'un d'autre qui a quitté ce monde, c'est Charlie Kirk. Pour rappel, il y avait une série qui s'appelle The Savant avec Jessica Chastain qui devait sortir en septembre, octobre, ou je crois même décembre, au final il avait un petit peu décalé de l'année dernière, qui parlait justement d'une femme qui a intégré des groupes en ligne pour empêcher des attaques terroristes d'extrême droite. Et vu le climat aux États-Unis suite à l'élection de Trump, suite à l'assassinat de Charlie Kirk, ils n'ont pas osé sortir le projet, mais normalement, d'après Chastain, le projet devrait sortir cette année, et visiblement, il y avait eu quelques petits retours en interne et tout, c'est vachement bien. Dommage qu'ils l'ont décalé à cause de choses qui sortent dans la vraie vie, parce que ça va être intéressant de faire le lien avec la réalité, mais ça va bel et bien sortir, et j'ai hâte de voir aussi le projet qui, j'espère, sera vraiment qualitatif. Il y a un film live action qui est prévu, adapté de Fern Gully. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi, Fern Gully, c'est un truc, je pensais c'était un rêve fiévreux que j'avais dans ma vie. Et quand j'ai vu cette actualité, je me suis dit, ça existe vraiment ce truc? C'est un truc que j'ai vu passer quand j'étais beaucoup plus jeune. Une sorte de, je sais pas, pour moi c'était une sorte de faux Disney cheap et tout. Et quand j'ai vu l'annonce, je me dis, Fern Gully, c'est un vrai truc, c'est un vrai film. Ça m'a fait grave bizarre. Et en réalité, ça sera donc réalisé par Marielle Heller, qui n'a pas non plus une carrière de dingue. Mais oui, un remake live action de ce projet qui existe. Je sais même pas s'il est bien, parce que j'ai vu ça quand j'étais enfant, va se faire chez Amazon. Voilà, s'il y a des fans de Fern Gully dans les commentaires, dites-moi, parce que moi, c'est un projet qu'en réalité, je connais presque pas du tout, quoi. Sur Netflix, c'est Gears of War qui est toujours prévu, réalisé par David Leitch, qui a réalisé donc Bullet Train, Fall Guy. Le scénario est quasiment bouclé, ils vont chercher les acteurs. C'est Dave Bautista qui voulait jouer le rôle de Marcus, si ma mémoire est bonne. J'ai fait Gears of War, hein, pas intégralement, mais je l'avais fait il y a très très longtemps sur Xbox. Donc oui, c'est toujours prévu, c'est sur Netflix, ça devrait sortir dans les années qui viennent. Peut-être un tournage va débuter l'année prochaine. Côté Netflix, il y a aussi le casting du projet Gundam qui était annoncé. C'est un projet live action de Gundam avec Sydney Sweeney, Noah Centineo, Jason Isaacs, Jackson White, Yavon Walton, Michael Mando que vous connaissez, Better Call Saul, tout ça, Gemma Chuatran, Shioli Kutsuna, Nonso Anozie, Ida Brooke et Alexander Rudinsky. Ça sortira donc l'année prochaine normalement. Voici le casting, le tournage devrait bientôt commencer. Côté Disney, c'est Avengers Endgame qui va ressortir au cinéma en septembre avec des modifications. Alors il y aura des scènes coupées, il y aura des scènes supplémentaires retravaillées et surtout, ils vont visiblement retcon l'histoire de Endgame pour l'adapter à Doomsday qui sort littéralement en décembre. Donc les gens qui ont envie de redécouvrir Endgame, il y aura des modifications qui seront faites pour créer une hype par rapport à Doomsday. Je suis curieux de savoir à quel point les modifications sont vraies. Parce que s'ils sortent un projet Endgame avec, je sais pas, Doctor Doom dedans, ou un truc un peu intéressant par rapport à ça, où vraiment ils changent des parties du scénario, où ils sous-entendent des choses, où ils coupent des scènes, en rajoutent d'autres et tout, en reshoot, ça pourrait être intéressant en réalité. Tu vois, tu sors un film comme ça à l'époque, en 2019, et tu ressors le même film complètement différent pour créer la hype pour Doomsday, en termes artistiques, je trouve que c'est intéressant, en termes de marketing de hype, je trouve que c'est intéressant, et je pense que ce serait la meilleure idée de présenter Endgame en disant, regardez, c'est Endgame, mais pas exactement comme vous le connaissez. Et vous allez voir le film différemment, et ça va créer la hype pour Doomsday. Maintenant, moi, je pense qu'ils vont juste rajouter des scènes un peu à la con et une scène post-générique à la con, genre de truc pour motiver les gens à aller voir Endgame en salle. Mais en réalité, il y a une opportunité de faire un truc vraiment intéressant artistiquement, de changer les choses pour créer une véritable hype et ça serait fascinant et ça donnerait envie aux gens d'aller voir Endgame. Mais après, c'est un truc un peu bizarre parce que genre Endgame, ça serait comme s'il n'y avait rien eu jusqu'à maintenant. Genre, ça serait pas retcon tout ce qui s'est passé, hein, mais ça serait dire, ok les gars, Endgame, c'est le dernier point d'ancrage. Si vous avez vu Endgame, vous pouvez aller mater Avengers Doomsday. Tout ce qui est entre les deux, là, on s'en fiche. Ce qui est un peu la vérité. En réalité, tu devrais pouvoir voir Avengers 1, 2, 3, 4, 5 sans problème. Maintenant, est-ce que ça marche dans la vraie vie?
Non, mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire et comment ils vont le modifier. Il faut savoir que le département de développement visuel de Marvel a été quasiment licencié. Andy Park faisait partie de l'équipe depuis très très longtemps et la raison principale de ça est que Disney ont licencié plus de 1000 personnes récemment, dont beaucoup de personnes de cette équipe, et ils ont envie de changer les visuels du MCU. Ils ont envie que le MCU ait une gueule complètement différente. En fait, c'est simple, en fait, il suffit d'embaucher des gens talentueux, des réalisateurs, des chefs-op et de les laisser faire et tous tes films auront une gueule différente en réalité. Mais il a été licencié et tout le département de Home Entertainment, donc c'est les Blu-ray de manière générale et d'autres services ont été complètement licenciés aussi. Il n'y a plus personne qui bosse dans ce domaine-là. Pour le coup, c'est pas parce qu'ils arrêtent les Blu-ray, c'est juste qu'en fait Disney va sous-traiter beaucoup de ces activités-là à d'autres entreprises qui seront bien plus spécialisées et ils arrêtent par rapport à eux en interne en tout cas, mais normalement les Blu-ray devraient pas être vraiment impactés pour ceux qui en collectionnent comme moi. Il y a aussi un truc trop cool qu'a fait Disney, c'est sur plusieurs chansons Disney de ces dernières années, c'est une version ASL, donc American Sign Language, qui est donc la langue des signes américaine. C'est vrai problème encore une fois, c'est que la langue des signes, en fait il y a plusieurs langues des signes, pour ceux qui ne savent pas, il y a une langue des signes française, pas française, mais en fonction des pays, il y a des langues des signes complètement différentes. Je crois qu'il y en a une douzaine dans le monde, un truc comme ça, parce que forcément on n'a pas les mêmes manières de parler, on n'a pas les mêmes manières de pointer, de montrer les choses et tout, on a une culture différente de manière générale, mais côté Disney, ils ont bel et bien fait ça pour donc les Américains qui parlent la langue des signes, et je trouve ça mignon, adorable. Est-ce que ça a été fait par des animateurs, parce que ça a dû coûter des millions en réalité, est-ce que ça a été fait par de l'IA? Pour l'instant on sait pas, mais oui c'est un vrai truc qui existe, et moi je pense que l'IA, pour faire de l'animation en langue des signes, si ça permet d'économiser, de faire gagner du temps et tout, et de rendre les œuvres accessibles aux gens qui ont des problèmes d'écoute, par exemple, ça peut être une bonne idée. Donc ça, pour moi, l'IA, pour des raisons d'accessibilité, je pense que ça peut être cool, ça a l'air mignon, ça a l'air cool quoi. Alors c'est complètement différent, c'est juste les chansons et tout, mais c'est un truc que je trouve mignon et sympa à faire. La France a censuré l'affiche d'Euphoria, alors ça c'est vraiment un truc de fou furieux quand même. Regardez l'affiche américaine et internationale, vous avez donc Sydney Sweeney qui est en bikini, et vous avez Jesus Saves qui est juste là, et le May God Have Mercy juste en haut. L'affiche française, que j'ai vue d'ailleurs quand j'étais à Paris récemment, il n'y en a pas beaucoup à Lille, il y a la même affiche, mais sans la Sydney Sweeney en bikini, avec une sorte de robe de mariée en IA. Il y a un mariage normalement dans cette saison 3 d'Euphoria, donc la robe de mariée c'est logique, mais ça a l'air fait en IA, avec des flammes à la place, c'est un truc un peu plus religieux j'imagine, hein, pour symboliser le Jésus qui a disparu, une sorte d'arbre, j'ai l'impression, qui crame ou un truc comme ça, mais le Jésus a disparu aussi, le texte en haut, pour le coup, il a disparu, mais ils l'ont mis dans la version en ligne, donc ça va. Mais oui, ils ont censuré le côté bikini et le côté Jésus. L'extrême droite dit que c'est la charia. Moi, je pense que c'est juste le fascisme. Chacun sa version des choses. Voilà, c'est ça le problème peut-être de la politique aujourd'hui. Il y a les gens qui pensent que c'est l'islam et les musulmans. Moi, je pense que c'est les putains de fascistes qui sont trop pudiques, qui n'ont pas envie de montrer Jésus lié littéralement à des femmes en bikini, à de la drogue et tout. Donc moi, pour moi, c'est clairement un coup des gens qui n'aiment pas qu'on se moque du christianisme et qu'on montre des femmes à poil. Ou alors, c'est juste des réglementations de publicité de manière générale en France. Mais ça m'étonnerait parce qu'il y a plein de pubs avec des gens en bikini, sans problème. Donc je sais pas pourquoi c'est fait comme ça. Mais l'affiche a été censurée. Et pour moi, ça, c'est un signe de la montée du fascisme dans notre pays. Et ça m'inquiète. Je pense pas que c'est l'islam, pour le coup. Je pense pas que les musulmans ont un truc à dire sur ce genre d'affiche ou qui ont quelque chose à foutre de manière générale d'Euphoria. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est le côté pudique, le côté vraiment peur de critiquer le christianisme. Alors qu'en fait, Jésus, c'est pas que le christianisme, c'est toutes les religions de manière générale. Pourquoi il n'y a pas ce truc un peu sur la laïcité par rapport à ça? Surtout que pour l'instant, Jésus est montré de... Enfin, Jésus, la religion chrétienne dans Euphoria, dans les 2 premiers épisodes, est montrée de manière assez positive. Donc c'est une censure bête, stupide, et je ne comprends absolument pas pourquoi et comment ça existe. Je suis une légende 2 est toujours prévu, c'est Will Smith, Michael B. Jordan qui seront dans l'œuvre. Ils vont changer la fin, évidemment, parce que dans le film de base, il meurt, mais il y a 2 fins qui ont été tournées, dont une qui est sur le Blu-ray, et c'est la fin qui sera gardée. Ou peut-être je confonds, je sais plus quelle fin est la fin officielle, peut-être je mélange dans ma tête, mais en tout cas il y a une fin où il meurt, une fin où il survit, il y a une fin où les zombies, entre guillemets, ils parlent, ce genre de choses, mais une suite est prévue. C'est toujours Steven Caple Jr., réalisateur de Creed 2 par exemple, qui va réaliser le projet, et c'est toujours d'actualité pour ceux qui se posaient la question. Le tournage devrait normalement bientôt commencer. De Batman 2, c'est Charles Dance qui a rejoint le casting. Quel casting de fou. De toute façon, Charles Dance, tu le mets dans ce que tu veux,
partout où il est, ça sera forcément incroyable. Donc j'y crois. Et The Batman 2 commence son tournage en juin. Ça, je l'avais dit la semaine dernière. Et j'ai hâte parce que The Batman 1 était d'après moi trop bien. The Pitt cartonne, hein. L'épisode final est sorti littéralement cette semaine. J'en parlerai là ce jeudi normalement. Mais oui, ça cartonne. Presque 10 millions de téléspectateurs les 4 premiers jours aux États-Unis. C'est beaucoup plus que les attentes de la part de HBO par rapport à la première saison. La deuxième saison cartonne. Et on en parlera. Je suis content pour The Pitt parce que c'est vachement bien. En termes de jeux vidéo, c'est le Stop Killing Games qui fait parler au Parlement européen. Stop Killing Games, c'est une sorte d'initiative pour que les jeux puissent exister même quand le studio décide de couper l'accès aux serveurs. Des jeux comme Anthem, des jeux comme même récemment la High Guard et tout, c'est des jeux qui ne sont plus accessibles. Il y a des gens qui ont bossé dessus, il y a des gens qui ont vraiment travaillé des centaines d'heures et le jeu n'existe plus. Vous ne pouvez plus du tout y jouer. Et Stop Killing Games, c'est une initiative, je caricature évidemment un petit peu, qui dit que les jeux devraient pouvoir être accessibles, même s'il n'y a plus de serveurs. En fait, que les gens puissent faire leur propre serveur d'Anthem à la maison et qui jouent avec leurs potes. En fait, ce serait bien que les jeux soient accessibles en solo, entre guillemets, que l'accès soit pas retiré. Alors pour la culture, premièrement, parce que les jeux vidéo font partie de la culture, et avoir de l'accessibilité à des œuvres d'art ou des objets culturels, c'est important. Imaginez si un film n'est plus disponible, on devrait tous gueuler. Imaginez vous enlevez littéralement un film de toutes les plateformes, et il n'y a pas moyen de pirater un film, bah c'est triste. Le film devrait pouvoir exister, en réalité, de manière légale, mais un film c'est facile parce qu'illégalement c'est faisable. Un jeu vidéo, le garder en vie de manière illégale, c'est très compliqué si c'est un jeu multi, c'est un jeu service et tout, donc ça c'est vraiment galère. Et Stop Killing Games est en train d'être débattu au Parlement européen pour qu'il y ait des initiatives européennes pour dire ok, si vous sortez un jeu vidéo, il devrait exister. Il y aura des lois, des conditions par rapport à ça, mais je pense que c'est important parce que c'est un lien avec la préservation de l'art de manière générale, de la culture, des objets culturels, et je pense que c'est important que les jeux existent comme le cinéma, comme les BD, comme les séries, de manière éternelle. Il y a des séries comme littéralement Westworld qui sont plus sur HBO Max, mais sont disponibles en Blu-ray. Mais encore une fois, un film ou une série, bah, c'est plus disponible. Tu l'achètes en Blu-ray, et s'il n'est pas édité en Blu-ray, tu le pirates et un truc comme ça, et ça existe au moins. Là, il y a des jeux vidéo qui n'existent tout simplement plus, et moi je trouve ça tragique. Pour les sorties de la semaine, vous avez Half-Man, la nouvelle série du créateur de Mon Petit Reine, qui sort dès ce jeudi, du coup vendredi, j'imagine chez nous, sur HBO. Je regarderai, j'en parlerai. La fin d'Invincible, j'en ferai ma critique, réunie avec d'autres critiques là aussi. Cette semaine, The Pitt, je l'ai évoqué, ça s'est fini ce lundi, j'en parlerai aussi jeudi ou vendredi. Apex, ça sort aussi ce jeudi sur Netflix. Je pense que ça peut être intéressant, je pense que ça peut être divertissant, à voir ce que ça va donner. Mais c'est du coup Charlize Theron et Taron Egerton, lui, qui va la traquer dans la nature pendant plus de 2 heures. Je pense que ça peut être vraiment divertissant. Et Michael, évidemment. Michael, ma critique sortira demain. Voici les actualités de la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Dites-moi tout ça. Pensez à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple, Deezer, tout ça. J'ai aussi un compte TikTok, Instagram, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.